Bonjour, en ce premier jour d'Octobre Rose, nous allons accueillir Sarah, alias Dr Coquelicot, qui va venir nous parler de l'impact de l'environnement sur notre santé. Et d'abord, il faudrait que je l'invite et qu'elle puisse nous rejoindre. Bonjour, le premier arrive, on attend juste Sarah. Je lui envoie une invitation. J'envoie une demande à Sarah. Bonjour, Dr Coquelicot, je vous vois. Voilà. Bonjour. Bonjour Sarah. Voilà, je vous installe. Vous m'entendez bien? Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Je mets du son. Parfait. On est bon? C'est bon pour moi. Donc je suis On est bon, je t'entends bien. Super. Bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai déjà fait l'intro, mais je vais la refaire maintenant que tu es en ligne avec moi. Ah ouais, ouais, merci. Donc en fait, 1er octobre, premier jour d'Octobre Rose, on s'est dit que c'était très intéressant de t'interviewer, toi, médecin, sur la question de l'impact de l'environnement sur la santé. Et en fait, la première chose que je vais faire, c'est que je vais te laisser te présenter, de fait. Ok. Bonjour à toutes. Alors moi, je m'appelle Sarah Demung, je suis médecin généraliste de formation. Et alors depuis quelques années, ça fait 2-3 ans que je m'intéresse vraiment à la santé-environnement avec un spectre plus précis sur les perturbateurs endocriniens. La santé-environnement, c'est l'impact de l'environnement sur la santé. Donc c'est vraiment tout ce qui nous entoure, comment est-ce que ça peut venir moduler l'état de santé au fil de la vie. Et les perturbateurs endocriniens, on aura l'occasion de les expliquer plus en détail, à mon avis, Complètement. au fil de ce live. Ouais. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu es venu dans ton parcours à t'intéresser à ça spécifiquement, aux perturbateurs endocriniens et à l'environnement. Ouais. Alors, en fait, j'ai commencé à travailler là-dessus à la fin de mes études, où j'ai fait mon travail de fin d'études sur l'impact des pesticides sur la santé. Et donc, en me posant ces questions-là, j'ai vraiment commencé à me rendre compte que les molécules qui étaient dans notre environnement modulaient la santé des consommateurs, pas seulement des agriculteurs, surtout les agriculteurs, mais aussi le grand public. Et c'est comme ça que j'ai mis un doigt dans l'engrenage et où j'étais complètement embarquée et j'ai été pris de passion par tous ces sujets. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, tu étudies spécifiquement les perturbateurs endocriniens. Sur ton compte Instagram, d'ailleurs, c'est parce que c'est comme ça qu'on t'a découverte. C'est en lisant ton compte Instagram qui est très riche de contenu. Pas très bien. Est-ce que tu peux répéter ta question? Je n'entends pas. Ça a coupé un peu. Ouais, ça coupe un peu. Hein, je vois. Voilà, normalement là, je me suis mis en données mobiles, ça devrait aller. Vas-y, dis-moi, je t'entendais pas. Donc en fait, au fur et à mesure, maintenant aujourd'hui, tu te consacres spécifiquement à la question environnementale. On a vu ton compte, et c'est comme ça qu'on t'a découvert, c'est en lisant ton compte hyper intéressant sur différents sujets, les liens infantiles, le textile, l'air, etc. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, tu te consacres spécifiquement à la question des perturbateurs endocriniens. Ouais, donc mon activité principale, c'est de faire de la recherche là-dessus, en vue de pouvoir vulgariser toutes ces questions et d'amener les infos à la fois auprès des politiques, du grand public et des médecins. Donc je fais aussi beaucoup de formations pour les médecins parce que c'est pas dans le cursus médical encore, c'est en train d'être mis en place. En tout cas, moi je travaille en Belgique, donc en Belgique ça commence. Je pense en France, il y a bien plus d'actions, il y a bien plus de réseaux en santé-environnement. Mais donc voilà, en gros je vulgarise et on amène ces informations aux personnes où c'est important qu'elles Ouais. Nous, par exemple, on est hyper intéressés évidemment sur le sujet, c'est aussi pour ça qu'on t'interviewe. Et par exemple, dans le cadre du 1% pour la planète, on a décidé de donner 1% de notre chiffre d'affaires à l'ARTAC, qui est une association, tu connais, j'imagine, de chercheurs et de médecins qui étudient les liens entre cancer et environnement. Oui, alors je vois de quelle association tu parles. Ah, c'est chouette, c'est une chouette initiative. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Et la première question, c'est évidemment sur les femmes. La question que je vais te poser en tant que milieu, c'est vraiment l'impact de ces perturbateurs endocriniens sur les femmes et par fenêtre de vie. Donc, typiquement, la grossesse, l'adolescence.
etc. Et tu peux nous raconter un peu. Alors, l'histoire des perturbateurs endocriniens. Donc, les perturbateurs endocriniens, c'est un mot qui est un peu compliqué, qui veut simplement dire que c'est des molécules qui sont autour de nous, qui vont avoir un impact sur le système endocrinien, c'est-à-dire le système hormonal. Alors, les hormones, c'est quoi? En général, on connaît bien, et sûrement avec le public que vous avez, ça va entre autres réguler tout le cycle menstruel. Et donc, la femme est fortement sensible à ce niveau-là. Mais ça va aussi réguler la thyroïde, par exemple, tout ce qui est problème de diabète autour du pancréas, l'obésité, même la faim. On est en train de se rendre compte que le craving, donc les envies de grignotage, c'est aussi des régulations hormonales. Et donc, il y a énormément, il n'y a pas que le cycle menstruel quand on parle d'hormones, il y a énormément d'autres fonctions qui sont régulées par ça aussi. Les femmes sont particulièrement vulnérables déjà parce qu'elles ont un système hormonal qui va être avec plus de up and down, on va dire, qu'un homme, tout simplement parce qu'il y a une ovulation qui se passe tous les mois. Parce que les hommes ont en continu, donc il y a quelque chose de beaucoup plus stable chez les hommes. Mais des perturbateurs endocriniens vont affecter la spermatogenèse chez les hommes, peuvent donner des cancers de la prostate aussi, donc il n'y a pas que chez les femmes que ça arrive. Ouais. Et alors, les femmes, ce qu'elles ont d'autre comme particularité, c'est qu'à un moment, elles sont potentiellement enceintes. Et alors, toutes ces molécules, c'est connu pour être vraiment préoccupant dans les périodes de préconception, de conception et autour de la grossesse. On parle des 1000 premiers jours à partir de la conception. Donc, à partir du moment où il y a un fœtus qui est formé, on va compter grosso modo 1000 jours pour avoir le symbole, donc jusqu'à 2 ans et demi de l'enfant à peu près. Et c'est la période sur laquelle on a envie de mettre vraiment beaucoup d'attention, tout simplement parce que s'il y a une perturbation à ce moment-là, quelle qu'elle soit, mais principalement pour les perturbateurs endocriniens, c'est pire, s'il y a une perturbation dans ces 2 ans et demi, ça va avoir des impacts à beaucoup plus long terme que si c'est à un autre moment de la vie. Alors, il y a plein de raisons qui expliquent ça. Le fœtus, c'est un organisme en développement, donc c'est pas juste un petit humain. Il y a énormément de processus qui se font pendant la grossesse. S'il y a une petite dérégulation, ben, ça peut avoir un impact sur tout le développement d'un organe, par exemple. Et donc, le cerveau, si c'est un cerveau qui est en développement, si le développement est perturbé, ben, on va avoir un cerveau qui ne se développe pas complètement normalement. Et donc, c'est pour ça que cette période fœtale, donc de grossesse et de la petite enfance, elle est vraiment capitale. C'est pareil pour le développement des poumons, par exemple. Il y a l'exposition à certains polluants. Donc, quand la femme enceinte est exposée à des polluants, l'enfant à naître à l'âge de 3, 4, 5 ans va avoir, par exemple, plus de risques de faire de l'asthme, de l'allergie, plus de risques d'avoir des malformations congénitales, plus de risques d'avoir un surpoids, de l'obésité ou du diabète. Donc, il y a vraiment des liens qui sont parce que la maman était exposée, l'enfant sera en potentiellement moins bonne santé ou pourra avoir des impacts sur sa santé. D'accord. Tu as donné quelques exemples de symptômes, de pathologies dues à ces perturbations. Est-ce que tu pourrais développer un peu sur la question, sans rentrer dans un discours? Ouais. Bah alors, c'est compliqué parce que il n'y a pas une maladie qui est en lien uniquement avec les perturbateurs endocriniens. Toutes les maladies qui ont un trait de près ou de loin au système hormonal, c'est-à-dire à peu près l'entièreté de notre corps, peut potentiellement être favorisée ou être favorisée par la présence de ces molécules, de ces polluants en gros. Donc il n'y a pas une maladie où on se dit ah quand c'est ça, c'est d'office les perturbateurs endocriniens. Ça fonctionne pas comme ça. Et par contre, du coup, il y a beaucoup de maladies qui sont en lien. Dans les maladies hormonales qu'on connaît, il y a tout ce qui est problème de thyroïde, avec des nodules ou parfois des cancers. Et en lien avec la thyroïde, le pendant, c'est si la femme enceinte elle a une thyroïde qui n'est pas bien équilibrée pendant sa grossesse, on va avoir des problèmes de neurodéveloppement chez l'enfant. Donc le bébé va avoir, par exemple, tout ce qui est autisme, trouble de l'attention, perte de point de QI. Ça, c'est aussi en lien avec des perturbations, mais alors de la thyroïde pendant la grossesse chez la maman. On va avoir toute une série de maladies autour de la respiration. Donc, comme on disait, de l'asthme, des bronchites chroniques. Ça, c'est aussi en lien avec la pollution de l'air, notamment, et tous les polluants qui sont à l'intérieur. Et il y a toutes les maladies hormonales, avec les OMPK, ça a été décrit, l'endométriose aussi, ça a été décrit. Les perturbations de cycle, c'est aussi quelque chose qui est fort questionné. C'est pas si facile à objectiver, donc ça, il n'y a pas encore de grande littérature là-dessus. Ça, je ne m'avancerai pas. J'ai l'intuition qu'il y a un lien, mais c'est tellement subtil et tellement compliqué à mettre en évidence, à mettre dans des cases, tu vois, comme la science aime bien, que c'est encore peu développé. Et puis tout ce qui est la famille des cancers, globalement, il
qu'il y a énormément de cancers qui sont en lien. C'est pas il y a énormément d'autres choses qui donnent le cancer, donc c'est pas le premier truc, le premier combat sur lequel on s'acharne. Mais il y a les cancers et puis toutes les maladies neurodégénératives, les maladies de Parkinson, Alzheimer. Tu parlais c'est aussi des en lien. cancers. Effectivement, il y a une question lien avec le cancer du sein. Ouais, à cette occasion. Ouais. Alors, le cancer du sein, c'est un cancer qui a la particularité d'être fortement hormonodépendant. Donc, le sein, c'est un organe hormonal, ou en tout cas qui a des récepteurs hormonaux. Il y a une série de certains types de cancers du sein qui vont avoir des récepteurs hormonaux et qui vont bien répondre aux hormones. Et donc, dans ces situations-là, on peut suspecter la participation de perturbateurs endocriniens dans la survenue du cancer ou dans l'aggravation ou l'accélération de la progression d'un cancer, par exemple. C'est possible. Et alors, il y a certaines molécules qui sont mises en évidence et qui semblent participer à ça, notamment les pesticides, c'est assez décrit, notamment les plastifiants. Donc, il y a toute une série de molécules qui sont dans les plastiques. On pourra le développer plus en détail. Où est-ce que ça se trouve, qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais. Mais en gros, pour les grandes familles, ça va être les pesticides, les plastiques, les plastifiants qui sont décrits dans la littérature. Et ouais, c'est déjà on s'attaque à ça. Les cosmétiques, ouais. Les cosmétiques avec les parabènes et les phtalates, ça c'est quand même aussi c'est assez décrit. Et les déodorants, ça a défrayé la chronique, donc ça en général on l'a un petit peu en tête, mais on pourra renuancer un peu l'aluminium dans les déodorants. Moi j'ai une question spécifique à te poser. Tu as évoqué la question de la régularité des cycles, par exemple, en disant que c'est compliqué de faire le lien entre les deux. On parle beaucoup, par exemple, des pubertés précoces chez les petites filles. Ouais. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est la proportion parmi les grandes familles de perturbateurs endocriniens, la proportion spécifique aux oestrogènes en fait. Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus, nous éclairer là-dessus? Alors, ouais. Donc la question c'est parmi les perturbateurs endocriniens, combien entre guillemets, quel pourcentage va agir sur les oestrogènes? Oui. Ouais. J'ai pas le chiffre comme ça, mais j'ai envie de te dire la majorité. En fait, c'est souvent via les actions œstrogènes, anti-androgènes, etc., que ces molécules sont évaluées. Donc, en fait, dès que tu zoomes sur un potentiel de disruption endocrine, c'est souvent ça qui revient. Donc, la majorité vont jouer là-dessus, en fait. D'accord. Et quand on dit les perturbateurs endocriniens, alors je vais te ressortir les plastiques, les cosmétiques, les pesticides dans l'alimentation, pour dire les 3 grandes catégories. Ouais. Tout ce qui est polluant, parce qu'il y a aussi les polluants de l'air intérieur, les polluants de l'air extérieur qui viennent du trafic routier. Ceux-là, je les mettrais moins en lien avec les perturbations du cycle. Mais donc, la grande majorité des polluants issus des plastiques, cosmétiques, alimentation. Et donc, par exemple, hyper courant. Tu parlais effectivement de la grossesse et des 1000 premiers jours à partir de la conception. Mais l'adolescence et la puberté, qu'est-ce que... Alors, il y a des études qui ont montré que les mamans enceintes qui étaient le plus exposées à des polluants allaient donner des petites filles qui avaient une ménarche, donc des règles qui apparaissaient plus tôt, par exemple. Et donc, tout ça, c'est aussi régulé. Ce qui est particulier aussi, c'est une des subtilités des perturbateurs endocriniens, c'est que on peut être exposé en étant fœtus et développer des maladies, entre guillemets, si on dit que une puberté précoce est une maladie, des maladies beaucoup plus tardivement. Donc, ce n'est pas spécialement parce qu'à 12 ans, on est exposé à plein de bisphénol A que du coup, la puberté va se déclencher. Ça peut être des choses qui sont codées de manière épigénétique, c'est comme ça qu'on appelle le mécanisme, dans l'ADN du fœtus, qui fait qu'il aura plus tendance à avoir une puberté plus précoce. Donc en général, c'est fort en lien avec les expositions durant la grossesse. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond, ouais. Un peu. Mais donc les pubertés précoces, c'est hyper décrit par rapport aux perturbateurs. Les sources, alors effectivement, tu l'as dit, typiquement les plastiques, les pesticides et les cosmétiques. Si tu devais faire un grand tableau, outre les 3 catégories, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors, si on veut zoomer sur les plastiques, il y a... en plus, je sors d'une journée sur les plastiques, donc les plastiques, je vais essayer d'aller to the point.
Donc les plastiques, il y a 92 polymères différents de plastique de base, plus tous les additifs. On va passer les détails techniques, mais c'est difficile de parler du plastique comme si c'était une seule chose. Il y a vraiment une immense variété. Et alors les plastiques sur lesquels on va s'inquiéter par rapport à un potentiel, c'est tous les plastiques. Donc il y a eu le bisphénol A qui est quand même un peu connu en perturbateur endocrinien. Donc ça, c'est typiquement les gourdes en plastique transparent dur. Je ne sais pas si vous voyez les gourdes Décathlon pour ne pas les citer. Voilà. Donc ça, c'est des gourdes en polycarbonate. Le polycarbonate, c'est des polymères de bisphénol A. Donc s'il y a de l'eau qui est contenue dedans, qui est chauffée ou qui traîne un peu dans une voiture, etc., il peut y avoir du bisphénol A qui passe dedans. Et les gens qui boivent dans ces bouteilles, ils ont du bisphénol A dans leurs urines. Donc ça pénètre vraiment le corps, malgré ce que les fabricants disent. Ils disent qu'il n'y a pas de bisphénol A dedans, mais on en retrouve quand même dans les urines quand on boit dedans. Donc je ferai attention. Donc les bisphénols A, c'est pas que dans ces bouteilles-là, c'est aussi dans, par exemple, les boîtes de conserve. Donc, une boîte de conserve, c'est pas que du métal. À l'intérieur, il y a un film plastique pour éviter que le métal ne soit corrosé par l'aliment. Et donc, ces films plastiques, c'est de la résine polyépoxy. Et des résines époxy, c'est du bisphénol A aussi. Donc, comme on voit aussi il y a pas mal de vidéos pour faire des belles tables en résine ou des lampes en résine. Je sais pas si tu vois passer ça. Des plans de travail avec des super effets. C'est des résines époxy, ça c'est que du bisphénol A, quoi. Enfin, c'est moitié-moitié avec un autre truc, mais c'est du bisphénol A. Donc, des gens qui en mettent plein leur cuisine. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe après au niveau de leur santé, il faudrait étudier ça, mais voilà, donc le bisphénol A, c'est le plastique et aussi toutes ces résines époxy, les conserves, les tickets de caisse, souvent c'est du bisphénol A aussi. Donc ça, c'est important de faire attention. Et puis, en général, s'ils mettent sans bisphénol A, il faut faire attention parce qu'il y a des substituts. Donc, ils peuvent utiliser un bisphénol S, un bisphénol F à la place, qui, dans les études, montrent que les taux d'activité hormonale sont les mêmes. Donc, ça ne va pas être mieux en termes d'activité hormonale, quoi. Ça va être même pire. Donc, ça, c'est une première grande famille. D'accord. Donc, si on retient les trucs, les boîtes de conserve, les gourdes en plastique transparent, les tickets de caisse qu'on évite de garder dans ses poches, dans son portefeuille, voilà. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Ça, c'est pour les plastiques. Voilà. Ça, c'est pour le bisphénol A. Pour le bisphénol A. Dans les plastiques, il y a une autre famille, c'est les phtalates. Ouais. Et les phtalates, c'est ce qui est ajouté au plastique on les retrouve aussi dans les cosmétiques, donc souvent ça revient un peu. C'est ce qui est ajouté pour faire le plastique souple. Donc les sols en vinyle, par exemple, les cellophanes, les rideaux de douche, les ballons de plage, tous ces plastiques qui sont assouplis. Là-dedans, il y a des phtalates. Et les phtalates, c'est aussi très fort associé à des perturbations endocriniennes, des malformations des testicules. Enfin, il y a énormément de littérature là-dessus. C'est même pas remis en question. Et donc tout ça, si on sait l'éviter dans son environnement, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux, quoi. C'est fort en lien. En tout cas, c'est les deux molécules dans les plastiques qui sont en tout cas en lien avec la survenue de cancer du sein. Sur les... Vas-y. Ouais. Vas-y. Ouais, j'allais enchaîner sur les pesticides, parce qu'il y a aussi des petites nuances à apporter. Par rapport aux pesticides, ouais. Alors, les pesticides, du coup, dans ce cas-ci, c'est les molécules qui sont incriminées, c'est des vieilles molécules qui sont plus utilisées en agriculture aujourd'hui, mais qui polluent énormément les sols parce qu'elles ont été pulvérisées massivement jusque dans les années 60-70, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était la catastrophe et que c'était très persistant dans l'environnement. Et donc, ce n'est pas l'agriculture qu'on incrimine ici quand on parle de pesticides. C'est même pas tant ce qu'on retrouve sur les fruits et les légumes. C'est vraiment, finalement, en fait, c'est des molécules qui ont tendance à s'accumuler dans la chaîne alimentaire. Et donc, s'il y a des poules, par exemple, qui vont gratter dans des sols qui sont pollués, ben, ça va se concentrer dans leurs œufs. Et donc, les vieilles poules, par exemple, ont plus de ces polluants dans leurs œufs que des jeunes poules. Pareil dans les poissons, parce que ça a énormément pollué les eaux. Des petits poissons de début de chaîne alimentaire, ça va. Des gros poissons de fin de chaîne alimentaire, type espadon, ben, là, ça accumule énormément de polluants et c'est de ces polluants-là qu'on parle. Donc, c'est intéressant de dire on parle de pesticides, mais on parle moins d'agriculture, parce que maintenant, c'est régulé, heureusement. Mais c'est vraiment, en gros, les produits animaux, quoi. Donc, tendre vers une alimentation qui est plus végétale, c'est un vrai acte de se dépolluer au niveau de son alimentation. Surtout pour les viandes grasses, les œufs, les laitages, les poissons gras. Comme ça. Je vous mets des
des petits repères. Ça va faire plein de choses. Après, c'est un peu déprimant. On a l'impression qu'on peut plus rien faire. Non, On mais a peur de tout. Mais... on va voir les choses du côté positif. Mais il y a la question des cosmétiques. On entend beaucoup parler du limonène et du linalol. Ouais. Qu'est-ce que... Explique-nous un peu. Ouais. Alors, limonène, linalol... Le tableau... Ouais, des mauvaises nouvelles. Limonène, linalol, à mon sens, pour moi, d'après ce que j'ai vu, c'est plutôt des allergisants. Il faudrait que je revérifie. J'ai un doute sur leur potentiel perturbateur endocrinien. Ça, il faudrait que je recheck. C'est des parfums, il me semble, c'est utilisé en tant que parfum. C'est pas le truc que j'aurais spoté en un dans les cosmétiques qui m'aurait le plus inquiété. Qu'est-ce que je vérifie, mais c'est sur mon téléphone. Le tableau un peu à la... Qu'est-ce que tu aurais spoté en alors, il y a des super chouettes applis de scan de cosmétiques. Vous pouvez voir si c'est écrit perturbateur endocrinien, il faut s'inquiéter. Et puis, dans les gros trucs, les parabènes, mais ça, en général, il y a beaucoup de trucs sans parabènes, donc ça a été assez médiatisé. Ouais, souvent, c'est écrit sur l'emballage, mais il y en a encore. Hein, c'est pas parce que... Enfin, voilà, il y en a toujours. Moi, j'en retrouve encore dans des cosmétiques quand je les scanne. Et globalement, les cosmétiques, il y a des règles un peu facile, c'est au moins on en met, au mieux c'est. Donc au moins on applique de mélange de molécules et de produits sur son visage ou sur son corps, au mieux c'est. Deuxième règle, c'est que c'est toujours mieux de privilégier des trucs qui sont labellisés bio. Si on a la flemme de scanner, alors au moins s'il y a un label bio, c'est bien. Si c'est possible de scanner, c'est encore mieux, parce qu'alors on sait exactement ce qu'il y a dedans. Et il y a l'application INCI Beauty que moi j'aime beaucoup, donc INCI. Je les trouve assez complets, tout est sourcé, ils sont réactifs. Moi, quand je leur envoie des messages, je suis pas d'accord avec ça, alors ils modifient. Voilà. Ils sont chouettes. Donc le label, ou alors on scanne. Et enfin, d'être vigilant sur les produits qui restent sur la peau, donc les déos, les crèmes, tout ce qui est rincé, c'est moins grave, quoi. Du savon, du shampoing, a priori, ça reste beaucoup moins en contact de la peau qu'une crème ou que des choses qu'on applique sur les muqueuses, les dentifrices ou les déodorants. Si on s'est épilé, par exemple, ils ont montré que le fait d'épiler, le fait de s'être épilé puis d'appliquer un déodorant, ça pouvait augmenter jusqu'à 100 fois le passage de molécules à travers la peau parce qu'il y a des micro-lésions qui se sont faites. Donc le fait que la peau soit saine et intègre, ça a vraiment un rôle barrière à ce niveau-là. Voilà, pour quelques balises au niveau des cosmétiques qu'on peut appliquer chez soi. D'accord. On l'a deviné en creux avec ce que tu as dit sur les grandes familles, mais comment on fait globalement, comment tu fais pour t'en protéger, quoi? Comment tu limites leur impact au moins? Parce que j'imagine que c'est compliqué de se passer totalement. Ouais, c'est compliqué de s'en passer totalement. Je pense que c'est impossible et illusoire d'avoir une vie zéro perturbateur endocrinien nulle part. Puis il ne faut pas devenir fou non plus dans notre quotidien. J'ai l'impression qu'il faut pouvoir mettre, il doit y avoir une expression qui veut dire ça, mais mettre les œufs dans le bon panier. C'est pas tout à fait ça l'expression, mais pouvoir faire pencher la balance du bon côté en adoptant plein de comportements au quotidien qui vont être favorables, quoi. Le cancer du sein, par exemple, il n'y a pas que les perturbateurs endocriniens. Une des premières causes, des premiers facteurs de risque, ça va être le tabac, ça va être le surpoids, ça va être le manque d'activité physique. Ça, c'est toutes des choses où, a priori, on a une emprise un peu plus facile, quoi, de pouvoir bouger son corps, faire du sport, se faire du bien. En fait, ça va protéger du cancer du sein. Donc, il n'y a pas que à agir sur les perturbateurs endocriniens, c'est une hygiène de vie globale à mettre en place au quotidien. Ouais, je t'entends. Ça a coupé, total, j'ai raté une partie de... Ah mince. Donc, en fait, je parlais de... C'est la multicausalité, en fait. Il n'y a pas... En fait, il faut réunir... Moi j'en suis restée là. Réunir les facteurs pour empêcher les risques. Ouais, c'est ça. Mettre les balles du bon côté, c'est toujours pas la bonne expression, mais on va y arriver. On va trouver. Ouais. Et oui, d'avoir une hygiène de vie globalement saine, de manger des fruits et des légumes frais, d'éviter des aliments transformés, végétaliser son alimentation, bouger, faire du sport. Et puis au niveau de sa maison, en fait, le zéro déchet, ça a un impact santé. Ça, c'est un message intéressant à faire passer parce que c'est assez nouveau dans les réflexions globales. Donc le zéro déchet, ça a un impact santé.
Et puis de privilégier des labels qui sont bio. Alors tous ces labels, ils ont des limites, hein, forcément, on peut les critiquer un à un. Et Pardon, quand tu dis le zéro déchet, c'est un impact santé, tu entends quoi exactement? J'ai pas non, se débarrasser du plastique dans son environnement. Okay. C'est surtout tout ça. C'est vraiment le plastique. Malheureusement, je ne suis pas encore très copine avec lui, malgré tout ce que j'ai appris aujourd'hui. On n'est toujours pas copains. Mais oui, d'aller vers une démarche zéro déchet, en plus, ça fait du bien à la planète, mais accessoirement, vraiment pour sa santé, en fait, on est beaucoup moins exposé à des polluants. Et donc, dans sa maison, on peut faire en sorte qu'il y ait moins de plastique, quoi. Ça, c'est assez tendance, ça devient de plus en plus accessible. Ouais, et puis après, c'est des bêtes choses. C'est nettoyer régulièrement à l'eau pour enlever les poussières, parce que tous les polluants s'accumulent dans les poussières de maison. Et donc d'aérer sa maison et de dépoussiérer régulièrement, ça va aussi fortement réduire notamment les pesticides qui sont à la maison, notamment, je ne vais pas vous rajouter plein de noms de molécules compliquées, mais plein de trucs qui sont dans notre intérieur qui peuvent influer sur la santé. Donc il y a moyen avec des conseils simples qui ne coûtent rien de se protéger petit à petit de tout ça. Ça se fait pas en un jour, hein. Moi encore, c'est à chaque fois que je rachète de nouveaux vêtements, du nouveau mobilier, on fait attention à d'autres choses. Et donc, j'améliore du coup la qualité de mon intérieur et de mon quotidien. Mais c'est vraiment pas en un jour. C'est pas possible de faire tout ça du jour au lendemain. Et faire confiance au label, ça peut déjà être, que ce soit dans le textile ou dans l'alimentation, c'est déjà un grand premier pas. Ouais, c'est déjà un premier pas. Et c'est important, je pense, de garder cette confiance dans les labels, même s'ils sont critiquables. Parce que sinon, on a confiance en rien. Et en fait, c'est mieux un label que rien du tout, globalement. Ouais. D'accord. Ça, je reste. Ok. Et sur l'évolution de la réglementation, notamment des industriels, qu'est-ce que on va vers du mieux? On va vers l'obligation d'écrire des perturbateurs endocriniens sur les packs. Enfin, qu'est-ce que Ouais, alors le problème de la réglementation, c'est que ça paraît toujours très très loin et c'est un peu compliqué. En plus, c'est à l'Europe, donc c'est en anglais. Mais autant il y a des lobbies qui vont aller dans le sens de conserver tout comme ça, autant il y a vraiment du plaidoyer qui se fait à l'Europe. Parce que la législation sur ce qui peut rentrer en Europe, ça se fait en Europe à l'échelle nationale ou en Belgique, c'est encore plus compliqué, mais il y a moins de prise là-dessus. Honnêtement, moi, d'avoir quand même un petit pied dedans, je trouve que ça va dans le bon sens, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Après, ça prend un temps fou. Donc, si on doit attendre ça pour agir sur de la protection individuelle, entre guillemets, ce sera peut-être dans une dizaine d'années. Alors, les processus dont il parle, c'est d'évaluer les molécules différemment. C'est-à-dire que maintenant, quand on évalue la présence d'une molécule sur le marché, on ne regarde pas du tout si c'est un perturbateur endocrinien. Ça n'existe même pas comme terme dans le cahier des charges. Donc ça, il y a des projets de les faire venir dans les testings de masse de ces molécules pour pouvoir les éjecter plus facilement et d'avoir des législations plus sévères. Mais vraiment, ça prend du temps, quoi. C'est plusieurs années pour chaque famille de molécules. C'est compliqué d'attendre ça pour s'en protéger, quoi. Après, dans l'autre sens, on est en Europe, on est dans, je pense, l'endroit du monde qui doit être le plus sécurisé, peut-être avec les États-Unis là-dessus. Il y a des endroits où il n'y a aucune régulation, où tout le monde déverse son essence dans les rivières, où il n'y a aucune protection de l'environnement. Honnêtement, en Europe, on est encore pas mal, quoi. D'accord. C'est assez protégé. Ok, donc c'est une note d'espoir quand même. Oui, vraiment. Moi, j'ai quand même confiance. Les politiques, ils ne sont pas en train de nous manipuler dans notre dos. Ils font vraiment un chouette travail quand on s'y intéresse. Vraiment, il y a beaucoup de chouettes choses qui se mettent en place. Ouais. Si on doit retenir 3 conseils pour synthétiser un peu tout ça et ne pas vivre dans la diabolisation de tout ce qu'on mange, tout ce qu'on touche, et comment on nettoie notre intérieur, etc. Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais en un de s'informer et en même temps de ne pas culpabiliser. Donc de dire je sais ce qui se passe autour de moi et je choisis consciemment d'être OK avec ça ou pas. J'ai l'impression que l'information, c'est pour ça que j'ai créé Dr Coquelicot à la base, parce que pour moi, c'était important que les gens soient au moins au courant et qu'on médiatise un petit peu ces enjeux. Et je trouve que si on a envie d'être enceinte, alors c'est important pour soi et pour la santé des générations futures de mettre en place
des petits conseils dans la mesure de ce qu'on peut faire. Et si on n'est pas capable, ben c'est OK. C'est qu'on fait quand même le mieux qu'on peut pour son bébé à venir ou pour son projet de famille. Donc, c'est de rester sur le on fait au mieux. Et toutes les petites choses qu'on sait faire en plus, ben, c'est ce qui va favoriser une bonne santé. C'est pas ce qui va nous mener vers des maladies chroniques horribles avec nos enfants. Enfin, on n'est pas là-dedans, quoi. On va essayer de mettre voilà, les balles du bon côté, toujours. Toujours pas la bonne expression, mais de mettre du poids du côté de la balance qui va favoriser une chouette santé pour nous et pour l'écosystème autour de nous. Donc, un, je dirais s'informer. Deux, pas culpabiliser. On fait au mieux. Et en trois, qu'est-ce que je dirais à retenir? Que les solutions, elles sont dans des choses simples. En fait, si on va vers de la sobriété dans nos cosmétiques, de la sobriété dans notre alimentation, de la sobriété dans des objets qui nous entourent, globalement, on va dans le bon sens, que ce dans tous les cas, mais particulièrement pour les perturbateurs endocriniens aussi. Donc, en gardant une ligne de sobriété paisible, tranquille, en général, on va dans le bon sens et tout ira mieux, quoi. De mieux en mieux, en tout cas pour nous-mêmes et les écosystèmes autour de nous. Sarah, est-ce qu'il y a une question? D'abord, Ouais. merci pour cette conclusion qui est quand même. Ouais. On peut se détendre, quoi. On peut se détendre. Ouais. Et Ouais, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Je regarde. Pas abordé. Ouais. Ouais, il y a un thème que j'ai vu en rebossant sur le sujet, que la répartition des cancers du sein. Donc, le cancer du sein, c'est le cancer du sein, c'est le cancer le plus présent chez la femme. C'est la première cause de mortalité en termes de cancer chez la femme également. Même si Et alors, la répartition, le soigne extrêmement bien. on le soigne de mieux en mieux. Donc, il est plus, il y en a plus parce qu'on le diagnostique plus tôt. Il y a des campagnes de dépistage et puis on le guérit mieux. Donc, c'est pas pour ça on en meurt plus. Mais la répartition au travers du territoire n'est pas la même. Donc, c'est très hétérogène sur une carte de France. Il y a des départements où il y a beaucoup plus de cancers que d'autres. Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'on peut se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des pratiques plus locales ou départementales ou de styles de vie qui vont peut-être favoriser l'émergence de certaines maladies, et donc là, particulièrement pour le cancer du sein. Et donc ça met des petits indices on commence en fait tout doucement à imaginer que les maladies, elles viennent peut-être de notre environnement. Ça colore et ça nuance un petit peu la compréhension qu'on a de l'arrivée des maladies. Tu peux nous donner Voilà. un exemple sur ça, parce que c'est intéressant cette histoire de parler. Ouais. Alors, dans les chiffres que j'avais, parce que je ne les connais pas par cœur, on a, c'est pire, il y a plus de l'incidence du cancer du sein est pire à Paris, dans le département du Nord et dans les Yvelines, alors que par exemple en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, moins. Alors, quel biais, quel style de vie, quel âge de la population, quelle accessibilité du dépistage, tu vois, il y a énormément de choses à tétricoter dans des données brutes comme ça. Ouais, Mais c'est difficile d'en tirer. C'est difficile d'en tirer des conclusions ouais. fortes, mais qu'à côté, ça interroge sur notamment les styles de vie. Ouais, là, tu n'as pas d'hypothèse. Enfin, t'as pas d'hypothèse. J'en ai 10 000, mais l'accessibilité du dépistage, l'âge des femmes en moyenne, l'âge de la première grossesse. Tu m'entends? Ouais. Ouais. Le fait que les femmes fument ou pas, le fait que les femmes prennent, enfin, et culturellement, elles vont prendre des hormones à la ménopause. Il y a 10 000 biais. Le fait, on peut aller dans l'accessibilité d'une alimentation bio, par exemple, si on veut vraiment essayer de cibler les pesticides. Il y a 10 000 hypothèses. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a tellement d'hypothèses et tellement de ce qu'on appelle des biais possibles que c'est passionnant à explorer, quoi. D'essayer de comprendre vraiment d'où ça vient et ce qu'on peut en tirer comme conclusion pour améliorer son hygiène de vie, prendre exemple des modèles de vie qui sont les plus vertueux. Ouais, c'est passionnant. D'accord. Ok. Bah, écoute, j'ai envie de te dire plusieurs choses. La première, c'est merci pour toutes ces explications. Merci pour ton compte. Je t'avoue que je vais régulièrement et que je regarde. Qu'est-ce que Sarah a publié aujourd'hui d'intéressant? Et c'est vraiment cool. Une mine d'informations. Et puis, effectivement, ce qui est hyper agréable, c'est l'idée qu'on ne soit pas dans un discours ultra alarmiste et parfois réducteur
On est, le fait de pouvoir de dire, voilà, c'est multicausal, il y a plein de choses qu'on peut améliorer, hein, c'est pas une fatalité, c'est pas parce qu'on vit en ville à Paris, etc. Ouais. Et, euh, et donc, merci pour tout ça. Et Ouais, puis, avec plaisir. oh, Ouais, à bientôt. et bonne journée, bonne soirée. Ouais, merci. Bonne soirée, bon week-end. Au Salut.